Pour nous présenter les temps forts de la 7e édition du festival Valoir Baroque, trois passionnés pour qui la musique de Jean-Sébastien Bach compte beaucoup. Dominique Longchamp, président du festival, Gaël de Quérette, son directeur artistique, et Gilles Cantagrel, qui fut directeur des programmes de France Musique, grand spécialiste de la musique de Bach et qui interviendra durant cette programmation pour éclairer les festivaliers sur une musique où rien n'est laissé au hasard, chaque détail compte. Avant de les écouter, débutons en musique avec le 3e mouvement du concerto brandebourgeois. Voilà le 3e mouvement du second concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach pour débuter l'émission L'été des festivals. Gilles Cantagrel, la musique de Jean-Sébastien Bach ne laisse rien au hasard, tous les détails comptent. Je suppose que cela se vérifie dans ce premier morceau. Parfaitement. Et il voulait noter tout. Alors que chez Vivaldi, par exemple, il y a des passages qui sont normalement improvisés. Même chez Mozart, d'ailleurs, plus tard. Alors, ce concerto brandebourgeois, donc dédié au margrave de Brandebourg, nous rappelle que Bach a écrit beaucoup pour l'église, mais beaucoup également pour les cours, pour les salons, pour les étudiants, beaucoup pour les villes, les réjouissances de villes. Gaël de Quérette, cette programmation, vous l'avez intitulée « Bach, c'est tout ». On peut comprendre cette formule de différentes manières. Comment vous interprétez vous-même ce terme « c'est tout » ? Bach, c'est tout, c'est-à-dire que le Festival de Valoir ne va programmer que du Jean-Sébastien Bach, à 2 exceptions près. Mais aussi, on peut très bien se dire qu'il y a tellement de belles choses, de beauté, de sens de proportion, de sérénité, d'efficience, de symbolisme, etc. chez Jean-Sébastien Bach, que tout est chez Bach. Mais aussi, on pourrait rappeler que chez le luthérien Jean-Sébastien Bach, la formule grecque en to pan veut dire quelque chose, c'est-à-dire un le tout, c'est-à-dire que le monde est une expression de l'universel, est une expression du macrocosme. Autrement dit, pour Bach, l'art, la musique est une expression immatérielle et sonore du principe du monde, du un qui descend en terre. Donc c'est le tout avec un grand T, c'est la totalité qui est devenue sonorisée sur terre.
Et le second concerto brandebourgeois dont on vient d'écouter un extrait sera programmé durant ce festival ? Il sera tout à fait programmé par le festival avec l'ensemble Café Zimmermann. Un dernier mot peut-être de Dominique Longchamp. On connaît Valloire en tant que station de ski. L'été, on connaît également Valloire grâce au col du Galibier, le Tour de France, mais pas forcément pour la musique. Alors pourquoi avoir choisi Valloire pour installer ce festival ? D'abord parce que j'aime Valloire, mais également parce qu'il y a à Valloire une magnifique église baroque construite en 1634, grande église, avec un magnifique retable. Au-dessus du chœur, une gypserie avec plus de 100 angelots. Donc un patrimoine extraordinaire. Une église qui a d'ailleurs une acoustique excellente. On entend une voix à l'avant de l'église, dans le chœur. On l'entend au fond sans aucune difficulté, même une voix faible. Et par ailleurs, l'alentour de Valloire est doté de 17 petites chapelles, certaines baroques, d'autres ne le sont pas. Donc il y avait là un écrin, on va dire, pour organiser un festival de musique baroque. Gaël de Quérette, vous avez évoqué la venue du Café Zimmermann. C'est l'ensemble que l'on va écouter maintenant. Ils interprètent le premier mouvement du concerto pour 2 violons. Premier mouvement du concerto pour 2 violons de Jean-Sébastien Bach, interprété ici par l'ensemble Zimmermann. Le nom de l'ensemble Zimmermann est lié à Jean-Sébastien Bach, Gilles Cantagrel.
Oui, parce que figurez-vous qu'au début du XVIIIe siècle, en Allemagne, il n'y avait pas de salle de concert et il n'y avait pas d'orchestre constitué, sauf dans les cours. Donc, c'était la tradition que dans les grandes villes marchandes, comme Leipzig, comme Hambourg et d'autres, eh bien, on réunisse des étudiants. Et ça s'appelait un Collegium Musicum, et donc c'était un groupe d'étudiants avec les élèves du maître, de chef d'orchestre, lui-même d'ailleurs qui jouait au clavecin ou au violon selon la nécessité. Et comme il n'y avait pas de salle de concert, on jouait dans des lieux, même Mozart, à son époque, plus tard, un demi-siècle plus tard, on jouait dans une redoute, dans un manège, une salle de tir, ou le plus souvent dans un café. Et c'est donc, il y avait plusieurs cafés à Leipzig, on aimait beaucoup les cafés, qui existent encore d'ailleurs certains, comme le café Zum Arabischen Kaffeebaum, où allait Liszt, où allait Goethe, où allait Wagner, où allait, un très célèbre café. Et il y avait la mode des cafés, voire la cantate du café de Jean-Sébastien Bach. On refaisait le monde quand on se retrouvait là, naturellement, comme toujours encore maintenant en Allemagne d'ailleurs. Et c'était dans les arrière-salles de café que on faisait de la musique pour distraire les clients. Et l'un des deux cafetiers, il y en a un qui s'appelait Lehmann et l'autre qui s'appelait Zimmermann, ce qui en allemand veut dire, enfin en français ça se traduit par Monsieur Charpentier. Et Monsieur Charpentier, Monsieur Zimmermann, dans son café, a hébergé le Collegium Musicum de Bach pendant 10 ans. Et Bach lui a octroyé 600 concerts environ, on a fait le calcul, et donc il avait une somme d'argent, et avec ça, il fallait que Bach se débrouille pour couvrir tous les frais. Et puis s'il restait un peu d'argent, c'était pour lui, il l'avait bien mérité. Voilà, le café de Zimmermann. Dominique Longchamp, la programmation du festival Valloire Baroque, il y a des concerts dans le in et des concerts dans le off. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux aspects de la programmation ? Oui, tout à fait, bien sûr. Le off, d'ailleurs, que l'on a baptisé, quand on l'a créé, la Traverse, parce que c'est une programmation qui vient en travers du in et qui est donc ouverte à tout un tas d'autres répertoires que celui du festival. Donc dans la Traverse, nous invitons de jeunes ensembles rhône-alpins qui sont en voie de professionnalisation, qui sont en général excellents, même pratiquement toujours excellents, et qui viennent donner et faire connaître leur talent. Nous les invitons d'ailleurs dans un lieu un peu particulier qui est un ancien lieu, on va dire industriel, reconverti. C'était une scierie. La plupart d'entre nous ont connu le menuisier qui travaillait dans cette scierie. Il y a laissé tous ses instruments, les dégauchisseuses, les raboteuses, etc. Et donc au milieu des machines, dans un lieu qui a vécu comme ça, une première vie, les ensembles de la Traverse donnent leurs concerts dans ce lieu insolite. On va poursuivre cette émission en découvrant un autre aspect de la musique de Jean-Sébastien Bach. On va écouter un extrait de la messe en si, musique sacrée donc avec ce Gloria. Gloria,
Voilà pour le Gloria de la messe en si de Jean-Sébastien Bach. Gilles Cantagrel, j'ai fait une distinction entre musique profane et musique sacrée. C'est une distinction que l'on fait aujourd'hui, mais qui n'était peut-être pas si forte à l'époque de Jean-Sébastien Bach. Non, c'est une distinction qui est pratique et puis qui nous permet de cataloguer un peu d'un côté les cantates, les messes et les motets, et de l'autre côté les concertos et la musique que l'on dirait aujourd'hui profane. À l'époque, on n'avait pas du tout cette notion de séparation entre le sacré et le profane, en tout cas pas chez les luthériens, car au fond, toute musique est porteuse d'une spiritualité et toute musique est une façon de louer Dieu. Même la musique la plus profane à nos oreilles d'aujourd'hui, où on a l'impression que les braves gens, les braves paysans dansent en se tapant sur les cuisses et en s'amusant bien et en buvant un coup dru, eh bien, c'est aussi une façon de louer Dieu dans sa création. Donc, Dieu est partout, toujours. Alors, d'une façon plus présente, plus évidente quand il s'agit d'une cantate qui nous parle de la mort ou de la vie éternelle, bien entendu, mais il y a toujours le musicien de cette époque-là, un homme comme Jean-Sébastien Bach, en tout cas, je parle de la culture chrétienne allemande, eh bien, il toujours, c'est une louange de Dieu. Qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, à l'église, on est très bien. On peut arriver à l'église avec son cabas et ses poireaux et ses choux, bavarder. Et de même qu'à la maison, on n'imagine pas de se rencontrer avec des amis sans avoir chanté avant un choral à la gloire de Dieu. On pourrait ajouter aussi que le luthérien Jean-Sébastien Bach a composé pour l'Église catholique, ce qui montre son universalité. Pas sûr. Ça, c'est une hypothèse que vous rappelez, mais quand il écrit la messe en si, il dit bien la messe parce que les luthériens disent la messe, alors que les calvinistes protestants disent le culte, on dit l'église, on ne dit pas le temple, ça c'est une chose. Et on a cru longtemps que la messe en si était une messe catholique parce que dans le credo, il y a et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, l'église catholique, mais au sens étymologique. Il se trouve que Luther a repris le symbole de Nicée, le premier concile de l'église en 325, dès que Constantin se convertit, et c'est l'acte qui codifie les articles essentiels du dogme. Je crois en un seul Dieu, etc. Et on dit l'Église sainte, catholique, apostolique, universelle. Mais Luther a repris intégralement, car pour lui c'était le fondement du christianisme. D'ailleurs, Jean-Sébastien Bach a intitulé le credo « Symbole de Nicée » et non pas « credo », comme le voulait Luther, et catholique veut dire universel en grec, que je sache. Et donc ça veut dire l'Église universelle. Voilà un bel éclairage apporté par à la fois Gilles Cantagrel et Gaël de Quéret sur la musique de Jean-Sébastien Bach et Dominique Longchamp. C'était important que ces éclairages, eh bien les festivaliers qui seront à Valloires cet été puissent également en bénéficier avec des conférences et des promenades musicales notamment. Oui, alors les promenades musicales, c'est aussi une formule que nous avons introduite dès le début du festival, qui consiste à donner un court concert à l'église à 11h du matin, à partir en promenade, en général près d'une des 17 chapelles qui entourent le chef-lieu, et à cet endroit-là avoir un déjeuner sur l'herbe avec les musiciens et avec un conférencier. Et évidemment, les conférenciers des promenades musicales parlent de la musique, parlent de la technique musicale ou parlent du patrimoine, enfin bon, le sujet approprié de son expertise. Et puis on revient après à l'église de Valloires et il y a à nouveau un court concert à 17h. Donc c'est un cycle de la journée. Beaucoup de festivaliers nous suivent toute la journée. Et ce sera l'occasion cet été d'entendre Gilles Cantagrel et Gaël de Quéret donner 2 des conférences de ces promenades musicales. On va poursuivre avec un morceau que tout le monde connaît. Premier prélude du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach.
certes un morceau très connu de Jean-Sébastien Bach, mais sans doute, Gilles Cantagrel, vous allez pouvoir nous en proposer une autre lecture. Qu'est-ce qui est si extraordinaire dans cette écriture? Bien, c'est apparemment très simple. En réalité, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. C'est très simple d'ailleurs même à jouer. Tous les débutants ont joué ça, ont essayé de jouer ça. Et puis ensuite, ça se gâte un peu, ça devient de plus en plus compliqué. C'est un recueil qui s'appelle Le clavier bien tempéré. Qu'est-ce que ça veut dire bien tempéré? Je résume très simplement, ça veut dire bien accordé pour pouvoir jouer dans tous les tons. Avant, on n'y arrivait pas. Alors, il y a donc, comme il y a 12 notes dans la gamme, do, do dièse, ré, ré dièse, etc., et qu'il y a deux modes, il y a mode majeur, mode mineur, ça fait donc dire 24 tonalités différentes à la disposition du musicien, et que si on tempère bien son clavier, si on l'accorde correctement, on peut jouer dans toutes les tonalités. Et Bach va nous donner un exemple de ce que l'on peut faire. Il est le premier à le faire, en écrivant chaque fois un prélude et une fugue. Un prélude, c'est le lieu de l'imagination. La fugue, c'est le lieu de la rigueur. Mais on ne peut pas écrire de la musique imaginative sans y mettre de la rigueur, et on ne peut pas écrire une musique rigoureuse sans y mettre de l'imagination. Donc, chaque fois, ça fait des espèces de doublés. Ils se répondent l'un l'autre. Et d'autre part, du fait que les tonalités sont toutes un peu différentes, je vais vous dire, quand il écrit en si mineur, il sait, pour lui, c'est le ton de la mélancolie, et on va avoir quelque chose de bouleversant. Quand c'est en ré majeur, ça va être au contraire une espèce d'affirmation de la volonté, et chacun de ces préludes et fugues, dans sa complémentarité, va décrire un affect, un sentiment humain différent, et j'estime personnellement que Bach, après Descartes, qu'il a fait avec son traité des passions de l'âme, avant, quelques décennies plus tôt, en 1649, Bach écrit là un traité des passions de l'âme en musique, et donc les fragments d'un autoportrait. Depuis le début de l'émission, on a pu écouter à la fois des ensembles et là, précisément, une soliste, Céline Frisch, au clavecin. Est-ce qu'il y aura également des solistes programmés durant le festival ? Oui, il y aura des solistes programmés durant le festival. Il y aura en particulier Blandine Ranou, qui sera là le jeudi 28 pour une promenade musicale, avec d'ailleurs Gilles Cantagrel, ici présent, comme conférencier. Et elle nous donnera une œuvre magnifique que sont les Variations Goldberg, dont on a beaucoup entendu parler, même le grand public, je pense. Eh bien, c'est un autre instrument soliste que l'on va écouter tout de suite, cette fois le violoncelle, avec pour interpréter le prélude de la suite pour violoncelle seul, Ophélie Gaillard.
Voilà, c'était Ophélie Gaillard qui interprétait ce prélude de la suite en sol majeur pour violoncelle seul. On a vu là, avec les deux derniers extraits musicaux qu'on a pu écouter, l'étendue du répertoire de Jean-Sébastien Bach, qui était à la fois capable de composer des œuvres pour instruments seuls et également pour de très grands ensembles. C'est vraiment une marque de fabrique, une caractéristique de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, Gilles Cantagrel. Oui, c'était un homme omniscient, et ce qu'on a entendu pour le violoncelle seul et pour le violon seul, il était capable de jouer lui-même. Il était virtuose, d'abord sur le violon, c'est son premier instrument, et non pas l'orgue comme on le dit quelquefois, et puis virtuose du clavecin, virtuose de l'orgue. Il a même connu le piano, les premiers pianos forte à Berlin. Et puis, il écrivait pour l'orchestre, il écrivait pour les voix, et il avait une connaissance très approfondie des possibilités techniques des instruments, des instrumentistes et des chanteurs. Et il leur demandait des choses souvent très difficiles. Il reste aujourd'hui, de nos jours, très difficile à interpréter, mais jamais impossible. Il savait exactement ce qu'il faisait. C'était un orchestrateur de génie. Et son fils, Carl-Philippe Emmanuel, son fils cadet, dit 25 ans après la mort de son père, pour lequel il avait une admiration sans borne, il dit: mon père était capable d'accorder son clavecin lui-même. Ça ne lui prenait pas plus d'un quart d'heure. C'est plus le cas aujourd'hui. Très vite. Et une fois qu'il avait fait ça, on se rendait pas compte qu'il modulait dans les autres tonalités, tellement c'était parfait, d'une justesse exemplaire. Et il était capable de réparer les clavecins, de remplumer les clavecins, de réparer les sautereaux, que sais-je. Et il conclut son paragraphe de cette lettre en disant, et moi je le vois faire ça, il faisait tout lui-même. Il est en admiration devant le talent protéiforme de son père. Voilà donc également grand interprète Jean-Sébastien Bach. On a évoqué justement ces œuvres pour soit soliste, soit ensemble imposant. Et ce sera un des temps forts du festival Valoir Baroque, avec une œuvre monumentale, on peut dire ça comme ça, la Passion selon saint Matthieu. Gilles Cantagrel, qu'est-ce qui rend cette œuvre si importante? D'une part parce qu'elle est gigantesque, elle dure pas loin de 3 heures, et elle met en œuvre des forces considérables, non pas un chœur de 100 choristes ni un orchestre symphonique, mais des petits groupes instrumentaux. Il y a 2 chœurs, il y a 2 orchestres, et il y a 2 groupes de solistes qui se répondent en stéréophonie. C'est déjà une chose extraordinaire qu'on pouvait réaliser à l'époque à l'église Saint-Thomas à Leipzig, où Bach officiait une partie du temps. Et puis, surtout, elle est une sorte d'opéra. Bach n'a pas écrit d'opéra pour la scène. Je dois avouer que, fréquentant Bach depuis longtemps, je ne l'imagine pas du tout tenté par les aventures amoureuses d'Alexandre aux Indes, par exemple. Je le vois pas du tout avec des personnages avec des petites jupettes et des faux nez. Mais le drame par excellence, pour un chrétien, et nous sommes sur RCF ici, c'est bien le drame du calvaire, du Golgotha, c'est-à-dire la mort du Christ, innocent, pour la rémission des péchés et la vie éternelle. C'est un opéra. C'est un opéra. Gaël de Quéret. Mais le rôle des 2 chœurs n'est pas le même que dans l'italien ou Saint-Marc à Venise. Ces 2 chœurs, c'est comme si c'était le croyant qui posait une question à l'autre chœur. Il s'est passé quelque chose, dit le chœur d'entrée. Où ça, répond-il. C'est comme si c'était nous, l'assemblée, qui étions un des chœurs et qui allons faire être partie prenante de toute la passion, comme si on était soi-même un des acteurs. Oui, ce chœur d'entrée, c'est une sorte de via crucis, de chemin de croix. Et il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là avec cet homme? Où vont-ils? Wohin en allemand. Il va au mont Golgotha pour être crucifié pour nous. Et ça, c'est d'un dramatisme absolument extraordinaire. C'est beaucoup mieux qu'à l'opéra, finalement.
Le chœur initial de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Gilles Cantagrel, il y a la musique et puis il y a le texte de la Passion. C'est indispensable pour vraiment savourer cette œuvre, d'avoir accès au texte. Écoutez, si on connaît très bien l'allemand et très bien l'Évangile, ça n'est plus indispensable. Mais le but de Jean-Sébastien Bach, c'est de nous raconter l'Évangile. Et on vient à l'église le vendredi saint, à cette époque-là, non pas pour écouter un concert, pas pour écouter une passion, on vient écouter l'Évangile et la prédication qui va avec. Et ce qui fait partie de la prédication, ce sont les commentaires. Parce qu'on entend l'évangéliste qui raconte l'histoire, les personnages qui interviennent, le Christ, Pilate, la servante, Pierre, le reniement de Pierre, etc., et les larmes de Saint-Pierre. Et puis, de temps en temps, l'émotion est tellement forte qu'il faut que moi, fidèle dans l'église, je réagisse. Et alors je dis, mais non, toi tu es innocent, ces péchés dont on t'accuse, c'est moi qui les ai faits, qui les ai commis, ce n'est pas toi. Et alors, chacun, les 4 voix solistes, tous les airs, eh bien, c'est l'intervention des auditeurs, des fidèles. Donc on est complètement impliqué. Et si l'auditeur d'aujourd'hui, qui assiste à un concert, ne comprend pas ce qui se passe, il va entendre de la très belle musique. Tant mieux pour lui. Mais c'est seulement une petite partie de ce que nous apporte la Passion selon saint Matthieu. Et de temps en temps, pour baliser en quelque sorte les différentes étapes de cette tragédie, il y a des chorales. Et les chorales, ce sont les cantiques de l'Église luthérienne depuis maintenant 5 siècles. Et donc c'est une façon d'introduire l'assemblée éternelle de l'Église tout entière dans ce drame qui vient à son tour gémir, pleurer, compatir, consoler, que sais-je. Nous tous, nous intervenons dans la passion. Si je ne comprends pas ce qui se passe, j'entends de la belle musique, mais c'est tout. C'est dommage que ce soit tout. Dominique Longchamp, est-ce que justement les auditeurs, le public qui se rendra pour découvrir la Passion selon saint Matthieu aura accès au texte ? Non seulement ils auront accès au texte, bien sûr, comme vient de l'expliquer Gilles Cantagrel, mais également avec le chef Patrick Ayrton qui dirigera l'œuvre et avec Gaël, nous avons décidé de proposer au public de chanter 4 des chorales, donc de rentrer vraiment dans le processus que Gilles vient de nous décrire. Donc avec les festivaliers qui se seront préparés, ils pourront chanter effectivement leurs prières, pour ceux qui croient. Reconnais-moi, ô mon gardien, reçois-moi, ô mon berger, etc. Et c'est l'assemblée qui chantera ces 4 morceaux.
Erba Meedisch, un air extrait de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. La Passion qui sera donc interprétée le dimanche 31 juillet dans l'église de Valloires dans le cadre du festival Valloires Baroque. Il nous reste assez peu de temps. Il faut tout de même tout d'abord donner les renseignements pour nos auditeurs qui souhaiteraient se rendre à Valloires cet été pour assister à ce festival qui se déroulera, on le répète, du 25 juillet au 3 août. Dominique Longchamp, un site internet, je suppose. Oui, absolument. www.festivalvalloiresbaroque.com, tout simplement. Et puis peut-être des auditeurs qui souhaiteraient venir en aide au festival. Je crois que cette opération, le fait de pouvoir intégrer à cette programmation la Passion, ça n'a pas été simple, hein. C'est un gros projet, donc nous avons nous sollicitons un financement participatif. Donc c'est un concert doublement participatif par l'Assemblée qui sera amenée à chanter et également dans le cadre de son financement. Voilà, et on va terminer en musique avec un morceau que je vous laisse annoncer, Gilles Cantagrel. Oui, nous avons entendu cet air sublime de la Passion selon saint Matthieu, chanté par une dame, Bernarda Fink, admirablement. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les dames avaient tellement à faire dans cette société tellement difficile, et des charges de travail à la maison, que elles ne chantaient pas à l'église. C'était les petits garçons ou les petits jeunes gens de l'école Saint-Thomas, formés par leur professeur Jean-Sébastien Bach. Et donc, moi, quand j'entends un garçon chanter ces airs, je trouve qu'il y a une couleur qui est différente et qui personnellement me touche beaucoup. Mais cela dit, ce qu'on vient d'entendre est admirable. Et je vous propose d'entendre une cantate de louange, d'exultation. Louez Dieu, réjouissez-vous, terre de la terre entière, tous les peuples, chanté par un jeune garçon qui à l'époque avait 16 ans. J'ai assisté à l'enregistrement. Il s'appelle Serraz. Il ne cherchait pas à faire une carrière, mais c'était un jeune qui était tellement heureux, le petit Augustin, qu'il chantait ça pour son plaisir et pour le nôtre. Gilles Cantagrel, Dominique Longchamp, Gaël de Quérette, merci de nous avoir partagé votre passion pour la musique de Jean-Sébastien Bach.